Marie Montpetit. Aujourd'hui, il y a un reportage du Devoir qui se demande si les Québécois surestiment leurs origines amérindiennes. On en discute avec Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Salut Philippe. Bonjour. Donc, est-ce qu'on on surestime l'impression? Moi, des fois, puis je veux pas... tu sais, des fois, on a l'impression que tout le monde descend d'un... Tu sais, quand tu parles, tu dis « Oui, j'ai quelqu'un quelque part dans ma famille. » ou est-ce que c'est le cas? Est-ce qu'on surestime? Moi, j'avais déjà lu il y a quelques années dans l'Action nationale qu'environ le 3/4 des Québécois auraient quelque part au moins un ancêtre amérindien. Donc, puis ça se voit d'ailleurs parfois dans les traits de certaines personnes dans différentes régions. Donc, c'est certain qu'il y a quand même eu un mélange, mais ce que constate l'étude qui a été menée dans les dernières années, c'est que fondamentalement, il n'y aurait pas eu énormément de mélange non plus. Donc, quand je dis que 3/4 des Québécois auraient au moins un ancêtre, ben c'est pas mal un. Ce serait pas mal vraiment juste un. Parce que ce que démontre l'étude, c'est qu'il y aurait à peine 1% du génome des Québécois dans l'ensemble qui viendrait des nations amérindiennes. Donc ce que ça montre, c'est que sur les 8424 fondateurs, donc ce que j'ai appris dans l'article, c'est qu'un fondateur, c'est les ancêtres les plus éloignés qu'on réussit à trouver dans les archives. Donc sur les 8424 fondateurs qu'on a trouvés parmi des personnes qu'on a étudié leur génome, il y en a seulement 39 qui sont amérindiens. Donc, ça fait vraiment très peu de mélange comme tel. Donc, on dit qu'en moyenne, la contribution des Amérindiens dans le génome est à 0,35% du génome québécois dans l'ensemble. Donc, encore une fois, ça fait vraiment très peu. Et l'hypothèse qui est soulevée, c'est que les croisements ont probablement eu lieu au tout début de la colonie. Mm-hmm. Donc, vraiment au tout début 17e siècle. Vraiment bien avant. Quand les avant. premiers colons sont arrivés. Là. Parce que là, il n'y avait pas beaucoup de femmes, il n'y avait pas encore les filles du roi. Donc, ce serait là qu'il y aurait eu un début de mélange. Donc, ça nous montre que... Mais ce que ça nous montre, cette étude-là, à mon humble avis, c'est que finalement, on n'est pas... il n'y a pas eu, comme on pense, parfois, comme on le dit, on le répète souvent, beaucoup de mélange, comme s'il y avait forcément un métissage important. Je pense qu'au fil du temps, fondamentalement, on est resté fortement des colons français qui sont restés ensemble. Et on voit cette tendance-là chez les jeunes, mais pas juste chez les jeunes, chez plusieurs universitaires également, qui se cherchent un ancêtre amérindien dans leur lignée. Et à partir de ça, ils disent, vous voyez, je suis un Amérindien. Et donc... c'est pour des raisons... Attends, c'est ça. c'est un peu ce que je me disais. Est-ce que c'est pour des raisons fiscales ou c'est pour... des raisons de se démarquer ou ouais, c'est ça, d'avoir... C'est sûr que parmi certains, il y en a qui ont des raisons de carrière aussi. Je me rappelle, il y a quelques années, il y a une certaine Alexandra Lorange, pour qui je n'ai pas aucune parenté, mais qui était chargée de cours à l'UQAM sur des cours amérindiens. Puis elle disait, une des raisons pourquoi elle avait été employée, c'est qu'elle avait dit « j'ai des ancêtres amérindiens », mais son dernier ancêtre datait d'il y a 12 générations. Donc, le fait de se distinguer... Ce qui n'est pas faux. Certes, mais disons que l'immense majorité... Non, mais attends, la question c'est, avez-vous tu sais, des fois aussi dans des questionnaires, ouais. Avez-vous du sang autochtone qui coule dans vos veines? 0,35%, en effet. Ouais, mais elle avait pas tort. En effet, mais là... Mais je comprends ce que tu dis, là. C'est-à-dire que là, il y en a qui s'identifient comme Amérindiens pour pouvoir se distinguer. Pourquoi? Parce qu'il y a dans l'Occident, un peu partout, il y a une culpabilité de soi. On culpabilise le fait d'appartenir au groupe historique de la nation présente. Donc, la manière de se distinguer, de trouver une identité qui se distingue de la masse, c'est de dire, ben voyez, moi, dans le fond, je suis un Amérindien, je suis pas je suis pas un descendant des Français. Donc, pour moi, il y a quelque chose... un peu malsain dans la mesure vraiment? Ben oui, parce que c'est comme si on est dans la culpabilité des ancêtres, de la lignée dans laquelle on descend. Puis aussi, il y a quelque chose qui relève de, il y a comme une obsession du génome, de l'ADN, de la biologie, alors que pour moi, appartenir à une nation, c'est d'abord culturel. Donc même si on a un ancêtre de 4e, 5e génération, si on n'a retenu rien sur le plan culturel, on peut pas dire qu'on est amérindien ou qu'on appartient à une nation en particulier. Attends, mais juste pour que je sais, Philippe, ceux qui disent ça, là, juste pour que je fasse la distinction, on parle de gens qui ont réellement un ancêtre, mais qui vont l'identifier à 5, 6, 7, 8 générations derrière. Mais c'est-à-dire que dans l'étude... Où il y a des gens qui fabulent aussi, puis qui s'inventent quelqu'un quelque part dans la famille, sur une histoire un petit peu boiteuse. Mais dans l'étude, là, si je me souviens bien, c'est 250 personnes dont le génome a été étudié. Okay. Et là, on trouve que, chez la plupart des cas, la moyenne, c'est 0,35% du génome vient des Amérindiens. Mm-hmm. Donc, évidemment, oui, c'est vrai qu'il y a vraiment des cas de personnes qui mentent
qui disent oui, je suis un Amérindien, mais dans le fond, c'est pas vrai. Qui mentent ou qui, tu sais, dans l'histoire familiale, il y a quelqu'un qui dit c'est une rumeur, parfois. C'est une rumeur, ouais. Tu sais, ça arrive souvent, ça Oui, aussi. Là. mais encore une fois, c'est parce que même si on en a un, pour moi, l'important, c'est pas la génétique ou la biologie, c'est la culture. Qu'est-ce qu'on a retenu? Donc, pour moi, l'important, c'est pas de savoir si on a du sang amérindien, c'est de savoir est-ce qu'on a un intérêt pour les cultures amérindiennes? Est-ce qu'on s'intéresse à leur musique, leur danse, leurs événements? Est-ce qu'on est ouvert à leur manière de faire? Est-ce qu'on veut communiquer avec ces gens-là? C'est ça qui est important. C'est pas de se dire, hey, moi, j'ai une arrière-arrière-grand-mère qui était peut-être amérindienne, mais je suis pas sûr, mais dans le fond, ça prouve que je suis vraiment un Amérindien. Il y a quelque chose de malsain là-dedans. Puis il y a aussi une forme de parcellisation de la société, c'est-à-dire qu'on veut plus faire nation, on veut plus être unis ensemble. Là, on dit moi je fais pas partie de tout ça, moi je suis distinct, je me distingue, je suis vraiment particulier. Non, mais tu sais, c'est pas ça. Pour faire nation, pour qu'il y ait une unité nationale, il faut qu'on se force d'appartenir à quelque chose de commun et non d'essayer de se distinguer de manière un peu risible en trouvant à tout prix un ancêtre quelque part. Là. Mm-hmm. Donc, pour moi, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Puis aussi, souvent, je trouve qu'on fait pas on voit toujours les Amérindiens comme un bloc monolithique. Comme si on est toujours... J'en parlais justement avec un politologue à l'UQAM avec qui je m'entends très bien. Puis il me disait, on dirait qu'on a un retour au bon sauvage, le mythe du bon sauvage. Qu'est-ce que c'était autrefois? C'était que, par exemple, quand on lit Voltaire, il y a ça, là, chez l'ingénu. On dit, vous voyez, lui, l'Amérindien, c'est celui qui est dans la nature, qui est en harmonie avec les animaux. Et là, quand il arrive en Europe, et là, il nous juge parce que nous, on est complètement décadents. Donc là, on retourne au mythe du bon sauvage. On se dit, les Amérindiens, eux, ils étaient là avant nous, ils avaient tout compris, ils ont toutes les traditions, alors que les choses sont plus complexes que ça. C'est des êtres humains comme nous. Et pour moi, quand on est dans un mythe comme ça, quand on mythifie un groupe comme ça, on le déshumanise. Parce que quand on traite quelqu'un comme un être humain, on le traite de manière égale par rapport à n'importe qui. Donc, on ne le dévalorise pas non plus, puis on ne fait pas non plus une surestimation mythique non plus. Dans les deux cas... Est-ce qu'il n'y a pas un... Puis là, je vais faire peut-être de la psychopop. Tu sais, moi, tu es souvent dans des concepts de sociaux. Moi, je ramène ça à l'individu puis à la psycho. Toi, c'est mon réflexe. Mais est-ce qu'il n'y a pas une espèce de mécanisme de défense à travers ça, de gérer sa culpabilité? Tu sais, on est beaucoup dans la grande réconciliation. Merci, il manquait vraiment des voyelles. Le moment de vérité, le fait que on a parlé beaucoup des enlèvements d'enfants, des adoptions. Est-ce que c'est peut-être une façon aussi de gérer sa culpabilité par rapport à notre histoire commune qui est d'avoir massacré, d'avoir, décimé leur culture aussi aux Premières Nations, là? Je crois qu'on n'a pas la même lecture de l'histoire. C'est ça qui est intéressant en sciences sociales, tu vois. Non, mais pour vrai, je crois justement que cette idée qu'on les aurait décimés, ça ne correspond pas aux faits historiques. Puis là, moi, je suis pas historien, évidemment, mais je me fie à mes lectures de diverses interprétations. Et on n'a pas décimé la culture, à moins que ça dépend qu'est-ce qu'on entend par le « on ». Mais on sait que... Non, mais je parlais de perception. Tu sais, quand je te disais, si c'est la perception qu'ont certaines personnes, puis là, peut-être qu'on est rendu trop loin dans le débat, là, mais peut-être que si c'est la perception qu'on a individuellement, de se trouver un ancêtre à 3, 4, 7 générations, est-ce que c'est pas comme un baume en se disant, dans le fond, je fais pas partie... Je suis dans les victimes. Oui, tu sais, je me rapproche d'eux. Pas dans les victimes, mais tu sais, je suis pas, en tout cas, à défaut de pas être dans les victimes, je suis pas dans le clan des méchants puis des massacreurs qui sont arrivés. Il y a peut-être il y a peut-être une forme de narcissisme, justement, à dire, je fais partie de ceux qui ont été massacrés et tout ça. Mais justement, cette perception-là me semble se fonder sur des fausses informations. Parce qu'on sait que l'approche française, en Amérique du Nord, dans la manière d'interagir avec les Amérindiens, était très différente de l'approche anglaise. Donc, l'approche anglaise, par exemple, les États-Unis, c'était on écrase tout, puis on les repousse pour établir la civilisation. Puis d'ailleurs, il y a plusieurs peintures aux États-Unis qui montrent justement une grande déesse qui apporte la civilisation et qui repousse les méchants sauvages. Donc ça, c'était l'approche anglaise. Tandis que l'approche française, quand on regarde les écrits de Samuel de Champlain, il dit « Moi, je veux fonder une nation métisse ». Donc, il veut une alliance entre le nouveau peuple colon français et les peuples amérindiens qui sont sur place. C'est ça son but. Puis on le voit dans l'histoire que c'est surtout ça qui s'est passé. Évidemment, il y a eu des échauffourées parce qu'on ne s'entendait pas avec toutes les nations amérindiennes. On était alliés avec certaines, puis on était adversaires avec d'autres. Mais rappelons-nous que même Pontiac s'est battu au nom du roi de France quand même, là. Il s'est pas battu juste pour lui. Il disait il faut ramener le roi de France. Moi, je me bats contre les Anglais. Et d'ailleurs, aux États-Unis, la guerre de conquête ne s'appelle pas guerre de conquête. C'est la French Indian War.
Pourquoi? Parce que les Amérindiens et les Français étaient alliés ensemble contre les Anglais. Donc, dès le départ, il y a des alliances importantes qui se font. Ça s'est vu tout au long de l'histoire. Puis, d'ailleurs, les pensionnats, c'est d'abord une affaire du gouvernement fédéral. C'est pas le gouvernement provincial qui a fondé ça. Et évidemment, il y a eu une alliance avec l'Église catholique, mais l'immense majorité des pensionnats, par exemple, au Canada, sont souvent au Canada anglais. Et même les pensionnats du Québec, il y en a énormément qui sont en anglais eux-mêmes. Donc, évidemment, il y en a eu qui sont en français puis par l'Église catholique. Mais il faut savoir que la plupart des Canadiens français de l'époque n'étaient pas tant au courant de ce qui se passait là-dedans non plus. Donc, moi, je crois qu'il n'y a pas lieu d'avoir une culpabilité de soi. On peut simplement tourner la page sur l'histoire puis essayer de comprendre, tout simplement, puis pas chercher à tout prix à faire partie du bon camp, puis il n'y en a pas forcément. Là. Il n'y en a pas forcément de bon camp, tu as tout à fait raison. Super intéressant. Philippe Lorange, étudiant à la maîtrise en sociologie. Merci. Merci. Restez connectés.